Je redescends en bas pour vous expliquer un peu l'horreur en train de se produire là-bas. Ça fait déjà 3 semaines depuis que les mineurs sont piégés sous terre avec seulement 300 calories de nourriture par jour. Si vous n'arrivez pas à jauger, en moyenne, des hommes actifs tels qu'eux ont en moyenne besoin d'au minimum 2500 calories par jour. Certains commencent à perdre leur force, d'autres perdent beaucoup de poids. On s'inquiète sur la santé de quelques personnes, notamment les plus âgées. Le doyen de la mine n'avait pas moins de 63 ans. Certains commencent même à avoir des hallucinations. Bref, les mineurs développent de plus en plus des carences et voient leurs forces les abandonner. On pouvait parfois surprendre certains à faire des blagues de cannibalisme. Il y avait notamment un Bolivien dans le groupe du nom de Carlos Mamani qui était plus ou moins le bouc émissaire des mineurs. À côté de ça, c'est également le mec le moins chanceux du monde car figurez-vous que le jour de l'effondrement de la mine était son tout premier jour de travail. Et oui, il était à ça de l'éviter, pas de bol. Faut savoir qu'il y a parfois des émigrés boliviens en Chili venant pour du travail. Il y avait des cas de racisme xénophobie de la part des Chiliens envers ces immigrés boliviens. Les mineurs s'amusaient parfois à dire à Carlos que s'ils devaient en venir à se manger entre eux, qu'il serait le premier à finir sur leur assiette. Évidemment, il y avait beaucoup de dérision, ce n'était pas du premier degré, mais ce n'était pas drôle et de bon goût pour Carlos parce que la famine était tellement en train de s'intensifier pour tout le monde que ça en devenait vraiment probable. Finalement, le 22 août 2010, que les sauveteurs vont enfin parvenir à atteindre le refuge dans lequel les mineurs se trouvaient. Ce moment va être historique, tant pour les mineurs que pour tout le reste du monde. Essayez juste d'imaginer le bonheur, le soulagement qu'ils ont dû ressentir en voyant la foreuse après 3 semaines d'enfer sous terre. La priorité sera évidemment de trouver un moyen de communiquer à l'extérieur, qu'ils étaient bien vivants là-dessous, et ça va pas être de la tarte. Ils vont essayer plusieurs choses pour augmenter leurs chances d'être remarqués. Ils ont frappé sur le métal de la foreuse tous ensemble, ils ont mis de la peinture dessus. Malheureusement, à 700 mètres du sol, la peinture aurait pu s'effacer dans le trajet. Et les bruits de métal, bien que perceptibles assez faiblement, ne garantissaient en rien que leur message était bien reçu. Ils vont alors tenter le tout pour le tout et insérer des messages dans la foreuse. Ils prennent le soin de bien les envelopper pour éviter qu'ils ne se détériorent au contact de la boue. Parmi les messages envoyés, la plupart sont adressés aux familles des mineurs. Mais le message le plus important vient de José Ojeda. José avait reçu des cours de secourisme dans lesquels il avait appris qu'il fallait toujours fournir 3 informations essentielles aux secouristes: le nombre de survivants, l'état de santé des survivants et leur localisation. Retenez bien cela, ça peut vous servir un jour, bien que je ne vous le souhaite pas du tout. Le message de José disait « Nous sommes vivants au refuge les 33 ». Lorsque ce message arrive à destination, imaginez l'ampleur du soulagement des secouristes, des familles, du gouvernement, du pays tout entier. C'était comme un jour de fête nationale, tout le monde jubilait dans les rues. Les écoles étaient fermées, ça passe en boucle à la télé, c'était juste l'apothéose. Le président du Chili en personne s'est présenté dans les lieux pour faire un discours et s'adresser aux familles et à la nation. Maintenant qu'on a confirmé que les mineurs sont en vie, seulement la moitié du chemin est fait. En effet, la suite était de trouver un moyen de les faire sortir et ce n'est pas du tout gagné. Pour mitiger la situation, il fallait au moins un moyen de communiquer avec les mineurs et potentiellement leur envoyer de quoi tenir pendant que le forage qui pourrait durer des mois se poursuit. Ils vont envoyer une caméra à travers le chemin créé par le forage. C'est ainsi qu'ils ont réussi à voir les mineurs en chair et en os et échanger avec eux directement pour recueillir certaines informations comme leur état de santé ou psychologique. On va aussi leur demander de se filmer, de faire un petit topo de comment la situation se présente dans la mine, quel est leur train quotidien là-dessous et comment réussissent-ils à tenir. C'est Mario Sepulveda qui va piloter ce journalisme improvisé et il s'en sort très bien avec son charisme et son humour naturel. Malgré tout, le paysage qu'il expose est loin de donner envie de rire. C'est une image qui va marquer les gens. Luis Ursua est celui qui communique avec l'extérieur directement et officiellement. C'est lui qui va transmettre les préoccupations internes et plaidoyer auprès des autorités. Cependant, les mineurs ne sont pas satisfaits et même qu'ils sont embêtés. Luis dit souvent que tout va bien et qu'ils tiennent le coup lorsque la question lui est posée. Les mineurs auraient préféré qu'il soit moins positif et plus alarmiste, car craignant que cela dilue le sentiment d'urgence des autorités.
Après tout, il faut le vivre pour le comprendre. Être piégé dans une mine à 700 mètres du sol, c'est assez désagréable. La mine est dans un sale état, elle gronde et menace de s'effondrer en plus à tout moment. Donc, à travers le trou qui a été percé dans la diorite, les sauveteurs arrivent à faire parvenir aux mineurs beaucoup de choses, comme de la nourriture, des vêtements, des outils de divertissement tels que des lecteurs MP3 et j'en passe. Le but de tout ça étant d'améliorer leur alimentation, leur santé, mais aussi leur morale pour leur aider à tenir. Ils vont aussi pouvoir échanger des lettres avec leur famille. Malgré tout, leur état mental demeure une vraie inquiétude pour les psychologues chargés de les suivre. Un parmi ces psychologues, Alberto Iturra, sera le plus impliqué dans cette partie. Il va beaucoup communiquer avec les mineurs, essayer de comprendre comment ça se passe là-bas et évidemment, assurer leur suivi psychologique. Il leur donnera des conseils à eux directement, mais ainsi qu'à l'équipe de sauvetage pour les aider à tenir. Au départ, il fera envoyer des formulaires, non seulement pour collecter un certain nombre d'informations, mais aussi mesurer l'état psychologique des mineurs à ce moment-là. Parmi les questions, il y en avait une pour demander qui dirige les opérations en bas dans la mine. C'est une question assez difficile à répondre pour les mineurs, comme vous pouvez l'imaginer. Que mettre? Luis, il est bien le chef officiel des mineurs après tout. Cependant, il n'a pas su s'affirmer au moment où il le fallait. Mario Sepulveda? Ce gars qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne fait pas l'unanimité, quoique il a pris les devants quand tout le monde était désespéré. Florencio Avalos? Le second du chef au charisme indéniable, ou alors tout simplement personne. Après tout, l'organisation avait progressivement évolué vers une démocratie et une hiérarchie plate. La plupart choisissent finalement de mettre Luis comme choix par défaut. Petit à petit, les communications avec l'extérieur vont s'intensifier. Les mineurs auront entre autres l'occasion de faire des appels vidéo avec les membres de leur famille, mais cela n'a pas que de bonnes conséquences. Au même moment, plusieurs événements sont en train de se dérouler à l'extérieur. Par exemple, Leonardo Farcas, une personnalité assez notoire au Chili, est plutôt riche en jeu. C'est un millionnaire qui ne fait pas dans la dentelle. Il arbore un style plutôt bling-bling et prend goût à s'afficher en public mais aussi en ligne. En effet, il a sa propre chaîne YouTube qui est active au moment même où je vous parle. Il poste des vidéos pour montrer son style de vie et ses différentes actions. Lorsqu'il lui vend de l'incident de la mine de San José, un incident hautement médiatisé et qui touche les Chiliens au plus profond, il se dit qu'il ne peut pas se permettre de rater la fête. Il va illico se rendre dans les lieux, puis rentrer en contact avec les familles présentes sur place. Il va tout de suite promettre d'offrir à chacun des mineurs une somme de 10 000 $ qu'ils retrouveront dans leur compte en banque à leur sortie de la mine. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va militer auprès de son carnet d'adresses de personnes riches et influentes pour les inciter à participer à une collecte de fonds afin que chaque mineur reçoive 1 million de $ chacun à la sortie de la mine. Évidemment, les familles vont être éblouies par cette promesse de confort matériel qui les attend au bout de cette phase épouvantable. Le truc, c'est que comme les communications s'intensifient entre les mineurs et leurs familles, les mineurs vont de plus en plus entendre parler de questions d'argent, succès, de célébrité, gloire qui les attendent à la sortie. Ils savent que dehors, l'attention est portée sur eux en permanence et que leur histoire qui touche tout le monde fera couler beaucoup d'encre, mais aussi va générer beaucoup d'argent. De là va naître une politique autour de la question. Qui en profitera le plus? Qui pourra instrumentaliser l'histoire qui a eu lieu en dessous? Pendant que ce sujet est en ébullition, un événement va venir mettre de l'huile dans le feu. Mario Sepulveda, au cours d'échanges par lettre avec sa femme, lui fait plus ou moins comprendre que là-dessous, c'est lui le big boss et le héros. Évidemment, elle ne va pas se priver de s'en vanter dans les médias. Elle va partager les mots de Mario extraits d'une lettre qu'il lui a envoyée. Il disait « Je suis le chef suprême. Je coordonne les opérations, je donne des ordres. Et comme d'habitude, je garde mon calme en toutes circonstances. Mais le plus beau dans ça, c'est que je suis respecté de tous et que rien ne se fait sans que je sois tenu au courant. » Les médias ne vont pas tarder à ériger des articles glorifiant Mario pour son rôle de leader au sein de la mine. Le New York Times, le Guardian, pour ne citer que les plus célèbres, figurent parmi ces médias. Mario est placé au sommet et étant donné que tout le monde a assisté à sa vidéo où il fait le tour de la mine, son statut n'en est que plus crédibilisé et fortifié.
Sauf que quand les mineurs vont apprendre ça et vont tomber sur les articles mettant Mario sur un piédestal, et que surtout ils vont lire ses propos où ils s'autoprogramment leur chef suprême, ils vont pas, mais alors là, pas du tout apprécier. Mario sera sévèrement fustigé et mis à l'écart par le groupe à la suite de cela. Il tente tant bien que mal de se justifier en disant qu'il a dit ça simplement pour son jeune garçon, qu'il veut qu'il soit fier de lui et le voir comme un héros. Personne ne le croit et il est vu comme quelqu'un de gourmand en termes de pouvoir et de célébrité. Tellement qu'il serait prêt à leur mettre à l'envers pour garder toute la gloire et l'attention pour lui.